Je rejoins un peu ce qui a été dit, à savoir que sans une certaine passion, c'est un métier dans lequel on se fatigue. Enfin, il y a tellement de choses autour de ce métier qui feraient qu'on pourrait être découragé que sans cette passion qui anime. Alors, je crois que c'est vrai en collège, c'est vrai en enseignement spécialisé, c'est vrai aussi en professeur des écoles ou en lycée, mais il faut effectivement avoir cette passion-là. Euh, on dit que être enseignant en primaire, euh, c'est une vocation. Je ne sais pas si ça l'est. En tout cas, ce que je constate, c'est que euh, les enseignants que je côtoie, que je rencontre et avec qui je travaille, ont un sens professionnel très développé. Et c'est vrai ce que disait Ronan tout à l'heure, c'est-à-dire que le métier ne s'arrête pas au moment où l'enfant rentre en classe et au moment où il en sort. Les enseignants ont un temps de travail qui est bien au-delà de ça. Et dans ceux qui se posent la question ce soir de savoir si ce métier est fait pour eux, il ne faudrait pas rester à l'idée que c'est le face-à-face avec élèves. Vous savez, la boutade qu'on utilisait aussi il y a encore quelques années, les deux raisons qui font qu'on choisisse l'enseignement, c'est juillet et août. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai ces choses-là. Les enseignants aujourd'hui, pour avoir fait des calculs et des comparaisons, font plus que 35 heures annuelles, enfin 35 heures mensuelles, mais étalées sur une année. Donc voilà, il faut aimer ce métier-là. Mais c'est un métier passionnant. On rencontre tous les jours des gens qui en vivent et qui vraiment ont cette joie de rencontrer des élèves d'abord, parce qu'ils ne sont pas tous perturbateurs. Ça peut être aussi. Mais je veux dire, enfin, on est en Côte d'Armor dans un environnement où il fait bon aller à l'école, quoi. Voilà, c'est agréable. Alors, la difficulté, elle est peut-être, j'ai envie de dire, en amont, c'est-à-dire le devenir. Et on en reparlera peut-être du côté de la formation tout à l'heure, mais moi je rencontre des gens qu'ils soient en maternelle ou qu'ils soient en cycle 2 ou en cycle 3, vivent des choses extraordinaires avec des projets. On a parlé de projets tout à l'heure. Ils développent des projets dans les classes où ils sont. Des projets où il me semble que l'école n'est pas que l'école des enfants. C'est-à-dire, il y a un environnement autour de l'école qui fait que les parents sont souvent très associés à ce qui se vit dans les classes. Les collectivités territoriales sont de plus en plus partenaires de ce qui s'y vit. Et il me semble qu'il y a autour de l'école une vraie vie sociale qui fait que être enseignant aujourd'hui, c'est non seulement un beau métier, mais une responsabilité extraordinaire. Voilà. Pour le métier de formateur, on ne va pas non plus faire la boutade. Quand ça ne va pas dans le métier d'enseignant, le métier de professeur, on devient formateur. Hein. Ça doit exister, ça peut exister, sûrement. Bon, pour ce qui me concerne, c'était plutôt un parcours, on va dire un hasard, mais le métier de professeur ne m'a jamais... ne, m'a toujours plu. Hein. J'ai toujours été, disons, près de mes élèves. Quand j'étais au lycée, c'est vrai qu'on menait des projets très intéressants et le fait de passer après à la formation, surtout à la formation premier degré, c'était, disons, un challenge parce que c'était une nouveauté et puis une autre façon de voir le métier. Euh, Bien évidemment, au niveau du public, les rapports humains ne sont pas du tout les mêmes. Et quand on a de jeunes, enseignants ou futurs enseignants qui sont très motivés par le métier qu'ils vont faire, les relations ne sont pas les mêmes qu'en enseignement spécialisé. Hein. Je pense les rapports n'ont rien à voir. Disons que pour poursuivre, il faudrait peut-être entrer dans le détail de l'accès au métier, si ça vous intéresse. Hein. Comment devient-on donc soit professeur des écoles, soit professeur du second degré, alors dans des disciplines. Alors, moi, je peux en dire deux mots, mais bon, pourrais aussi dire l'équivalent pour l'IFSEC. Il y a quelques différences, mais je pense que c'est pas énorme.
Moi, je peux dire aussi que j'ai été avant la fameuse masterisation, donc c'est le cas. Moi, j'ai tenu le site de Saint-Brieuc, mais à cause, disons, de ce grand bouleversement, je ne me suis pas senti, pas apte, mais disons, je n'étais pas d'accord avec la tournure qu'a pris la formation au métier, et, puis et surtout le recrutement et le passage à un niveau de recrutement à bac+5. Hein. Comme disait mon collègue au départ, on était recruté et surtout rémunéré à partir de bac+2. Hein, et quelquefois même avant, puisque... Oui, 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 pour les écoles normales, oui, ils étaient rémunérés à partir de ce moment-là. Ouais. Et maintenant, c'est le bac+5. Alors, bac+5 avec une modalité quand même cette année dont je vais vous parler. Donc, il faut, pour être professeur, que ce soit en premier ou second degré, il faut le niveau master, quoi. Niveau master, c'est-à-dire qu'avoir une licence quelconque, une licence universitaire, quelle que soit la discipline, alors discipline de l'école ou pas, hein, ça peut, elles sont très diverses. Et après, disons, soit vous vous lancez dans un professorat second degré, donc là, bien sûr, si vous voulez devenir professeur d'histoire-géographie, il ne faut quand même pas avoir une licence d'art plastique ou de physique, hein. C'est bien évident. Par contre, pour le métier, pour le master et le métier après professeur des écoles, toute licence convient. Il y a aussi le métier de documentaliste qui est intégré dans ces masters qu'on appelle MEEF, métier de l'éducation, ça y est, je suis perdu, de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Voilà. Donc sur les deux années qui suivent la licence, vous entrez dans une année de master première année où vous allez travailler les disciplines. Alors soit la discipline du second degré pour le métier de professeur de lycée-collège, soit toutes les disciplines ou tout un champ disciplinaire du français, des mathématiques, des sciences, de l'histoire, géographie, des arts visuels, de la musique, de l'EPS, bien sûr, éducation physique et sportive pour le premier degré. Ce master est bien sûr soumis à évaluation, hein. Il y a des modalités de contrôle de connaissances qui viennent là-dessus, mais en même temps, vous vous inscrivez à un concours de recrutement pour être titulaire dans ce métier. Donc, concours de recrutement de professeurs des écoles pour premier degré ou concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le second degré et dans la discipline bien sûr adéquate. À l'issue de cette première année, dans le meilleur des cas, vous décrochez votre master première année, master 1, et vous décrochez le concours. Vous êtes donc... alors le concours se passe en deux parties, une partie admissibilité avec des épreuves écrites, une partie admission avec des épreuves orales. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail tout de suite. Et pour la deuxième année, donc en Master 2, vous aurez pour 2014-2015 une grosse partie de la formation sur le terrain avec un demi-service dans les établissements
Et bien sûr, des formations spécifiques qui justifient du niveau Master 2, c'est-à-dire mémoire professionnelle, des enseignements un peu de sciences et d'éducation un peu spécifiques qui justifient donc cette étiquette Master 2 quand même. Et puis, vous serez, à l'issue donc de cette année, dans le meilleur des cas, aussi validé pour votre master deuxième année. Donc, vous obtiendrez le master métier de l'éducation et de la formation. Et vous aurez aussi une validation, titularisation par les services académiques, hein, qui tiendront compte donc des avis des enseignants, des formateurs de l'université. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à... Alors là, et vous ne serez bien sûr, vous serez embauché l'année suivante comme stagiaire dans un établissement à temps plein. On vous lâchera la bride et on aura considéré que vous avez eu la formation complète, hein. Vous aurez le kit du petit enseignant et puis bien sûr il faudra cette première année de métier sera quand même assez, je pense, assez difficile puisque vous aurez une titularisation à la fin de cette année-là, une titularisation définitive, quoi. Je pense. Disons, je n'ai pas suivi tout à fait moi les. On a exactement les mêmes protocoles, à savoir il faut une licence, il faut un master 1 et la réforme qui est en place depuis cette année-là, en fait, avance tout d'un an. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la masterisation avait fait qu'on ne pouvait passer le concours qu'avec le niveau Master 2. On a avancé d'un an et du coup, on peut le passer en Master 1. La rémunération qui intervenait seulement après le Master 2, si on avait eu le concours, intervient maintenant en Master 2. On a gagné un an. Et du coup, la titularisation avance d'un an. Donc, effectivement, pour le coup, la dernière réforme est plutôt la meilleure, on va dire les choses comme ça, hein. On était parti dans des dérives qui faisaient que la France n'avait plus le nombre d'enseignants qu'il lui fallait. Et en tout cas, ceux d'entre vous qui envisageaient ce métier-là, depuis septembre dernier, vous venez de gagner un an. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc pour ce qui est de l'ISFEC à Guingamp, les procédures, je le disais, sont les mêmes que celles qui étaient évoquées tout de suite. Moi, j'y ajoute en amont quelque chose qui nous est particulier, c'est que nous avons aussi pour des gens qui ne peuvent pas entrer en Master 1, une licence sciences de l'éducation, enfin une licence 3, une troisième année de licence sciences de l'éducation, parce qu'un certain nombre peuvent, dans le passé, avoir eu un bac+2, qui n'est pas suffisant pour entrer en Master 1. Et du coup, on a ouvert une licence sciences de l'éducation qui là, accueille et, j'ai envie de dire, remet à niveau, y compris administratif, des gens qui ensuite pourront rentrer en Master 1. Voilà. Ce qui a été dit du Master 1, je le partage. J'ai envie de dire qu'il y a un peu trois finalités à notre formation et toutes sont valables. Pour passer le concours, il faut le Master 1. Donc, première finalité, c'est de l'avoir. Deuxième finalité, c'est que non seulement il faut le Master, mais il faut le concours. Donc, une des finalités, c'est de réussir le concours. Mais si on a des gens qui ont un Master 1 et qui ont un concours, mais qui n'y connaissent rien au métier, excusez-moi, mais on fait un peu fausse route. Donc, la troisième finalité, c'est aussi une professionnalisation dès le Master 1. Professionnalisation d'ailleurs d'autant plus nécessaire que le concours, nouvelle formule, dont les premiers résultats tomberont demain matin, le concours nouvelle formule fait quand même une part plus grande à ce qu'on appelle la didactique, pour faire simple, le métier d'enseignement, que dans l'ancienne formule. Et du coup, une deuxième raison de se réjouir de ce concours, c'est qu'il arrive plus tôt d'une part, mais aussi qu'il est plus professionnel, me semble-t-il, mais je parle sous couvert de mes collègues qui sont là. Juste moi à signaler quand même, ça dépend beaucoup aussi parfois des réformes et puis des programmes. Par exemple, la suppression de l'histoire en terminale, bon, ça a affecté forcément les recrutements en histoire géo les années suivantes. Donc ça dépend beaucoup. Actuellement, on a de moins en moins de profs de lettres classiques parce que c'est remplacé beaucoup par des vacataires ou des contractuels. Ils diminuent énormément
au concours, au point qu'on se demande si, finalement, au bout du compte, il n'y aura pas à terme une formation commune. Bon, nous, on n'a pas vu passer un vrai titulaire de lettres classiques depuis de très nombreuses années. Hein. Donc là, il y a beaucoup de contractuels qui s'embauchent. Hein. Ça offre des places effectivement à des gens qui n'ont pas le CAPES, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, signaler quand même, quand on est dans une formation comme la vôtre, et que l'enseignement fait partie d'un débouché, et que je ne sais pas s'il y a d'autres débouchés, je crois qu'à un moment donné, effectivement, on nous a toujours dit c'est bouché, etc. Bon, je crois que toutes les professions actuellement ont l'air d'être plus ou moins bouchées, et quand on a la motivation, ils recruteront toujours de toute façon des enseignants, et que si ça fait partie des motivations de quelqu'un, il y a forcément des gens qui auront ce concours. Donc aux plus passionnés, aux plus motivés, je crois qu'il faut quand même encourager les gens à malgré tout suivre leur voie, et voilà. Après, effectivement, quelles que soient les filières, bon, moi, je n'ai pas fait AES ni rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... À l'époque où j'étais à la fac, c'était les mêmes problématiques, des filières où on disait ben, ça débouche sur rien, etc. Mais moi, j'ai eu énormément de camarades qui ont persévéré, qui avaient envie, et à celui qui a le plus envie va effectivement échoir les postes. Il y aura toujours de cette matière-là. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut aller de l'avant et puis s'encourager sur ce genre de débouchés, quoi. Oui, ben, pour vous encourager, donc je l'ai donné des sciences économiques et sociales. En 2008, je vais vous donner les taux de réussite simplement hein, au niveau national. 9,3%. 2009, 12,3%. Et c'est arrivé en 2012 à 28,2%. Et en 2013, à peu près pareil, 27,7%. Donc il y a une évolution qui va dans le bon sens. Et quand on regarde avec 130 postes. Quand on regarde les autres concours, les métiers de l'éducation, comme reste souvent, moi à l'époque où je me suis présenté, il y avait effectivement 1000 postes à peu près en histoire, mais il y avait plus de 10 000 candidats au démarrage, et au bout du compte, l'écrémage, il se fait effectivement parce qu'il y a toujours une très grande part de gens qui ne vont pas au bout, qui ne fournissent pas les efforts nécessaires. Et je crois que quand on a des concours où on a 25-30%, compte tenu de ces élèves et puis du nombre de candidats qui sont inscrits mais qui n'ont pas forcément la motivation, je crois que ça reste quand même les métiers de l'éducation, des concours qui restent quand même beaucoup plus ouverts que de nombreux autres concours où on voit 10 postes et 5000 candidats, quoi. Là, il y a deux logiques différentes justement selon l'enseignement public ou l'enseignement privé. Tu me reprendras après, mais disons pour le second degré, dans l'enseignement public, le mouvement est dit national. Donc les lauréats du concours sont affectés au niveau national. Et c'est vrai qu'en sciences de la vie de la Terre, physique, chimie, il y a très peu de chances d'avoir un poste en Bretagne. Ça, faut le dire honnêtement. Mais disons, les possibilités de mutation sont aussi plus importantes. Hein. Pour le premier degré, ça reste académique. Mais pour le second degré, c'est national. Et c'est différent pour le privé, puisqu'il y a... Oui, à de rares disciplines près, pour ce qui est de l'enseignement catholique en tout cas, les gens qui souhaitent enseigner en Bretagne, y compris en second degré, ont des postes en Bretagne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en premier degré, on est plutôt sur un... Même si c'est académique au niveau du recrutement, je vois les étudiants qui sont à Guingamp et qui passent le concours. Ceux qui souhaitent rester en Côte d'Armor, la plupart du temps, c'est exceptionnel, la plupart du temps restent en Côte d'Armor. Voilà. Sur le collège, ça change aussi beaucoup d'année en année en fait. Hein. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, les collègues de SVT qui étaient mutés en fait, au bout d'une dizaine d'années, qui revenaient en Bretagne, étaient condamnés pendant 10 ou 15 ans à des postes de remplacement parce qu'ils revenaient en Bretagne sur le mouvement interacadémique, mais à l'Intra, ils ne trouvaient jamais. Et c'était des matières où il était extrêmement compliqué d'obtenir un poste de titulaire. Ce qui fait que certains repartaient. Hein. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, dans le secondaire, de toute façon, là, on avait le stagiaire SVT cette année. Là, voilà, il y a l'étape Créteil ou Lille, où moi j'avais... Il y a des stratégies quand même hein, dans les demandes. Hein. Mais voilà, il y a forcément cette étape-là qui va arriver. De toute façon,
sauf cas particulier et dossier personnel, c'est vrai qu'on va toujours faire ces classes de toute façon. Alors Créteil, ben, ça peut tomber effectivement sur des établissements qui sont en périphérie. Il y a tous les cas de figure, mais il y aura forcément au début de la carrière d'un enseignant ces classes à faire de toute façon dans des zones qui vont un petit peu faire peur quand on voit l'affectation qui arrive, hein. Mais bon, c'est aussi une très très bonne école et voilà, ces établissements existent, ils méritent. Alors il y a souvent le... Voilà. Et puis on dit souvent il faudrait des profs expérimentés, mais de toute façon, moi je vois la génération de mes parents, si je les avais envoyés à ma place dans ma ZEP là au Havre, ils ne tenaient pas une heure. Moi je suis arrivé là-bas, j'avais pas de repères, je me les suis construits sur place. Bon, c'est vrai qu'il faut être costaud. Mais quand on se construit les repères sur place, on gagne un peu en sang-froid. Un professeur expérimenté qui arrive dans des classes où il n'y a aucun repère, il craque en peu de temps. Il va acheter un élève par la fenêtre au bout de 2 heures parce qu'il ne va pas s'adapter au comportement. Donc finalement, moi je trouve que c'est un moindre mal. Bon, certes, il faut être costaud, mais un prof qui est passionné, costaud, bah, il va faire ses classes. Alors, on va en baver effectivement pendant 2, 3 ans, mais bon, voilà, on apprend et de toute façon, chaque étape est difficile. Qu'on passe du collège au lycée, qu'on passe de la ZEP. Moi, quand je suis revenu à l'UDEAC, ben, bizarrement, j'ai connu une année très difficile, un changement de public, changement de... Voilà. Donc ça fait partie de la carrière d'un enseignant et je crois qu'il ne faut pas que ça effraie les jeunes, hein. De toute façon, c'est le lot de tous. Et puis, ça, au bout du compte, on en retient quand même surtout le positif, hein. Oui, et moi j'ajouterais aussi qu'il y a une modalité un peu particulière qui s'appelle le 3e concours de recrutement de professeurs des écoles. Pourquoi 3e concours? Alors, il y a un premier, c'est le concours, on va dire, normal ou externe de recrutement. Il y a le concours dit interne pour les personnels qui sont dans l'éducation nationale. Et ce 3e concours, avec des conditions particulières, là je les ai pas imprimées, disons, mais de tête, et peut-être qu'à la Cité des métiers, d'ailleurs, vous les connaissez bien, ces conditions particulières, mais il faut justifier d'un contrat un contrat de droit privé, hein, pendant un certain nombre d'années, 5 ans. Et à ce moment-là, vous pouvez passer ce concours sans justification de niveau. Et si vous êtes admis à ce 3e concours, vous serez directement pris dans l'année de formation M2, comme les mères de 3 enfants, etc. Des conditions assez particulières, quoi.